Diplômé des Beaux-Arts de Grenade. Ah oui, ça oui. Mon cher Juanro, vous avez participé à plusieurs fanzines en Espagne, des fanzines de bande dessinée. Vous êtes même vous avez même monté, vous êtes à l'initiative de certains de ces fanzines dans les années 80. Non, je faisais Non, partie du groupe. on va dire, du noyau dur Ouais. de la production, mais j'avais pas Hein. les épaules qu'avaient certains de ces jeunes-là pour monter, pour prendre la responsabilité. Vous imaginez, attendez, c'est des photocopies faites une par une à l'époque. Oui. On les a graffées à la main. T'imagines l'emmerdement, c'est pas possible. Donc, voilà, moi je collaborais, on était dans le comité rédactionnel de plusieurs fanzines d'ailleurs, qui avaient une qualité formidable. Il y avait quand même du beau monde. Alors, contrairement à ce premier terreau d'expérimentation, vous êtes plutôt allé vers le dessin d'animation par la suite. Je vais faire un CV assez rapide qui vous concerne. Vous êtes entré au studio d'animation Lapis Lazuli à Madrid, vous êtes installé à Madrid. Puis ensuite, vous êtes venu en France au studio Disney de Montreuil. Vous y avez travaillé quand même pendant plusieurs années, à partir de 1993, comme dessinateur de décors et puis animateur. Pendant vos heures libres, vous les occupez, ces heures libres, à dessiner des bandes dessinées dans les années 90, à la fin des années 90. Et c'est pendant ces heures libres que vous élaborez Black Sad. Vous en avez déjà un peu parlé. Hein. Ouais, 8 heures par jour, moi ça me suffisait pas de trimer comme un malade. Il fallait qu'en plus, en rentrant chez moi, je m'occupe le soir et le week-end à dessiner des bandes dessinées. Le premier tome sort en l'an 2000. Et là, à partir de là, c'est un grand succès. Non seulement un succès en langue française, mais c'est aussi un succès dans différents pays européens. Je ne sais pas les États-Unis, mais en tout cas, c'est un vif succès dans plusieurs pays européens qui sont amateurs de bande dessinée. En 2007, je vais aller vite, en 2007, vous êtes contacté par Pierre Boisserie et Eric Stalner, qui montaient à l'époque leur projet de Voyageurs, de cette série un peu dans la mouvance des séries collectives qui se faisaient à l'époque, là, qui était une série de science-fiction, mais série collective s'entend en série pour chaque tome qui va être dessiné par un autre dessinateur. Mais il voulait vous contacter pour avoir une sorte d'homogénéité sur l'ensemble de la série, puisque vous avez accepté d'ailleurs, vous alliez dessiner à chaque fois, pour les 12 tomes, la couverture. Voilà. De Voyageurs, et à la grande surprise de Stalner et Boisserie, vous acceptez d'en réaliser le 13e, la fin, la finale Oméga. Pire que ça, je me suis proposé moi-même. Je me suis embourbé tout seul là-dedans. Quel fou. Parce que normalement c'était Stalner qui devait le dessiner, mais le projet me semblait tellement porteur, tellement intéressant au niveau de l'histoire, parce que à cet instant-là, il n'y avait quasiment pas de planche à réaliser. Aucun album était sorti, mais je savais que j'allais faire la couverture, mais la thématique de voyage dans le temps, ça m'intéressait. Je voyais que le projet était prometteur et ça me donnait envie de m'investir un peu plus. Donc j'ai proposé de faire de moi-même de faire le dernier tome. Et pourquoi, enfin, parce que j'avais envie de m'investir plus dans le Mais vous étiez projet. Adolescent, vous le dites dans des interviews, vous étiez lecteur du genre science-fiction, hein, mais vous n'en aviez jamais en bande dessinée, en tout cas. J'en ai fait dans ma jeunesse. Fois, oui. Dans ma jeunesse, je faisais que ça. Je faisais que de la BD de science-fiction, de l'illustration de science-fiction et fantastique. Voilà, je suis revenu à un de mes premiers amours, de mes premières amours. Ça m'a fait très plaisir. Et qu'est-ce qui vous plaisait dans cette série de Voyageurs? Ça, la thématique du voyage, de voyage dans le temps, tous les paradoxes que ça implique. Et je suis fasciné par le premier bouquin de science-fiction que j'ai lu, peut-être pas le premier, mais un des premiers, en tout cas le plus marquant que j'ai lu depuis, c'est La fin de l'éternité d'Asimov. Ah, d'Asimov. D'Isaac Asimov. Je trouve que personne n'a traité les voyages dans le temps comme ça. Aussi bien, de façon aussi cohérente, logique, d'aller jusqu'au bout de la logique de qu'est-ce qui se passe quand une caste d'humains, qui s'appellent eux-mêmes les éternels, du coup s'investissent dans le voyage dans le temps et font diverger l'histoire à plusieurs points et qui travaillent et vivent dans une dimension parallèle d'où ils accèdent aux différentes réalités qu'eux-mêmes ils ont créées en plantant en changeant un livre ou un trousseau de clés d'endroit à un moment donné de l'histoire.
C'est vrai que c'est pas évident. L'idée du paradoxe temporel, ça a été traité dans les bandes dessinées. Je pense notamment à Valérian, peut-être que les plus jeunes connaissent moins, encore qu'il y a Larsenet qui en a fait un spin-off là, récemment. Mais c'est pas simple. Par exemple, ici, et c'est aussi une charge que de conclure la série. Dans ce dernier opus, vous dessinez des personnages parfois, plusieurs fois, dans une case. Parce que justement, ça l'était déjà avant aussi, mais c'est le principe de voyageur. C'est le premier paradoxe de la théorie du voyage dans le temps. Si moi je voyage 10 minutes en arrière dans le temps et je me plante là, je vais me voir passer, je vais me tomber moi-même dans la figure parce que je vais me retrouver avec moi qui rentre dans les lieux. Donc, et ça, voilà, si on voyage autant de son enfance, on peut se voir dans son enfance. Ça, c'est le moment final dans l'Armée des 12 singes, qui est magnifique d'ailleurs, avec tous les flashbacks que Bruce Willis a depuis le début de l'histoire, et voilà, et à la fin, ça prend tout son sens. Alors on vous voit aussi dans un style qui est un peu différent forcément du style graphique, je veux dire, de Black Sad. D'une part parce que la série existait déjà, donc vous ne pouvez pas non plus arriver et transformer Voyageur en personnage avec tête de chat, par exemple. Hein, mais je sais pas faire que des têtes des chats. Hein. Non, mais là on vous voit quand même dans un style qu'on peut-être vous découvrez avec Sorcellerie peut-être, mais en tout cas que vous n'aviez jamais employé dans Black Sad forcément, puisque... Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, il a évolué au fur et à mesure de l'album, parce qu'au départ, disons que les couvertures, j'étais parti sur une intention de faire des illustrations très réalistes. Très réalistes. Et au début de l'album, j'ai eu envie d'ajouter une pointe de caricature pour bien séparer les personnages et pour réinterpréter les personnages des autres dessinateurs, d'Eric Stallner ou Marbogne, en y apportant quelque chose de différent. Donc j'ai caricaturé, notamment je me suis amusé à caricaturer un petit peu les personnages de Marbogne, qui est un traité réaliste impeccable. Et je me suis amusé à les caricaturer un peu, mais au fur et à mesure, après, quand ces personnages-là disparaissaient et que les autres personnages, notamment Vader, Issa et Mac, apparaissent, disons que de façon naturelle et sans l'avoir prémédité, je me suis retrouvé avec une galerie de personnages plus réalistes que j'avais pas envie de trop caricaturer, peut-être à l'exception d'Issa qui a ces traits ethniques africains assez prononcés pour bien le différencier des autres, non seulement par la couleur de la peau. Et je me retrouve avec une fin d'album plus réaliste qu'au début, mais bon, tout reste, ça reste dans la nuance, parce qu'en général, effectivement, c'est dans un style, bien entendu, avec des personnages humains, mais avec un traité réaliste aussi. Mais je pense pas que... Black Sad, par moment, c'est aussi réaliste que ça, mais avec les têtes des animaux, effectivement, ça donne ce côté décalé qui... Les décors, évidemment, mais le travail aussi sur les personnages, c'est un travail similaire. Peut-être qu'on peut le dire, mais c'est vrai que la plupart, en tout cas, des personnages principaux sont travaillés pendant longtemps, comme les personnages de Black Sad, je veux dire. Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup de recherches et ça m'intéressait aussi de pouvoir marquer, notamment sur Vader, le fait qu'il vieillit, qu'on le voit à des différents âges, mais dans son âge adulte, on va le voir de jeune adulte, en quinquagénaire usé, on va dire, toujours costaud, mais usé. Déjà à la fin, il perd une partie de ses cheveux. De toute façon, c'est dans la nature de l'histoire. C'est un personnage qui vieillit en plus plus vite que de nature, de par l'accélération de son métabolisme. Mais et tout ça c'est très intéressant à dessiner. Voilà, ça c'est un des principaux défis. Est-ce qu'on peut vous imaginer sur un terrain de bande dessinée plus réaliste, ou alors ou une autre, je veux dire un autre univers de science-fiction, parce que c'est un genre que vous avez aimé et que vous lisez encore, puisque vous nous dites que vous avez lu Asimov récemment. Et on peut vous imaginer sur ce terrain-là?
Soit de la SF, soit d'un style beaucoup plus... Alors, c'est vrai que Black Sad l'est réaliste, encore que... Bon, mais oui, mais ça n'en a pas l'air. Ça n'en a pas l'air. Et bon, il y a aussi dans Black Sad, justement, pour faire le contrepoint, il y a des personnages non seulement weekly, mais il y a des personnages comiques qui partent dans des registres un peu plus cartoon. Ça me plaît, le dessin réaliste me plaît, parce que moi j'adore dessiner tous les styles et les explorer et tout ça, mais dans l'immédiat et pour les prochaines années, les projets que j'ai, à savoir Sorcellerie, Black Sad et un projet de one-shot avec un grand scénariste français, mon préféré, mais dont je tairai le nom pour l'instant. Voilà, ces projets-là vont plus, voilà, ça reste dans des différents créneaux et ça ira pas dans le réalisme total. Ça sera plus un réalisme caricatural, un peu comme celui du début de l'album, voire un peu plus caricatural encore. Parce que c'est vachement intéressant de caricaturer les personnages et de se donner les moyens d'exagérer leurs traits de caractère en fonction de leur rôle dans l'histoire. C'est ce qu'on fait finalement avec Black Sad en les animalisant. Alors pour continuer sur l'aspect réaliste, vous avez pris un grand plaisir à détruire une grande partie de la ville de Paris. Notamment la Tour Eiffel, j'y tenais. Oui, à la Tour Eiffel, vous y tenez. C'est moi qui ai apporté, c'était pas prévu dans le scénar, c'est moi qui ai tenu pierre. La Tour Eiffel, il faut qu'on la batte. Ouais, c'est vos tours jumelles à vous. Hein. Non, pas du tout. J'adore la Tour Eiffel d'ailleurs. Mais justement, c'est pour ça que c'est pour me l'approprier, c'est pour ça justement, c'est presque un acte d'amour de la dessiner sous cet angle ultime d'appropriation. Et puis il y a cette grande image qui tient sur une double page là, où là vous, enfin je peut-être pas parce que là on spoil pas mal, on dévoile pas mal la fin où tous les personnages meurent forcément à la fin, vous le savez. Où l'un des personnages centraux va disparaître, mais cette grande image est quand même assez phénoménale. Justement une image de destruction aussi. Mais c'était requis par le scénario justement, et en plus voilà de par son côté fantastique, voilà, il n'y avait pas de limite. Là, il n'y avait pas de limite. En même temps, voilà, je suis parti dans l'hommage à Wells et la guerre des mondes. Je me suis fait plaisir. Alors, j'avais noté que vous aviez déjà été dans la sélection d'Angoulême. Là, c'est donc pas la première fois pour vous. Ça représente quelque chose, une sélection pour un petit festival quand même, Angoulême. Oui, quand même. Heureux. Oui. Rien que la sélection, justement. Enfin, je pense pas que c'est pas forcément un album qui a vocation à avoir un prix, mais d'être dans la sélection, j'étais le premier surpris. Agréablement surpris, bien entendu. Et vous avez lu je dirais les autres ouvrages de bande dessinée qui sont dans la sélection, certains d'entre eux? Pas tous. Et en plus, j'ai un retard de lecture d'albums, c'est monstrueux. Ah, mais vous êtes lecteur quand même. Je suis très lecteur. D'accord. Il y a de bande dessinée, genre, parce que souvent il y a des auteurs de littérature et de bande dessinée, beaucoup. Il y a 2 mois, j'étais à Saint-Jacques-de-Compostelle pour une journée, une série de conférences sur bande dessinée, narrative graphique, où il y avait Antonio Altarriba qui est encore aussi extraordinaire, non seulement scénariste mais théoricien aussi de la bande dessinée. Ricardo Anguita qui est directeur du Centre Culture Contemporaine de l'Université de Grenade, d'où je suis, et qui avait coordonné une exposition rétrospective de moi il y a 2 ans à Grenade. C'est comme ça, on s'est connus comme ça et on s'est retrouvés à Saint-Jacques pour cette journée de conférence sur la bande dessinée, son langage, son importance, son influence et son placement au milieu des médias de communication moderne, et puis aussi au milieu des arts classiques. Et ça a été hyper intéressant, vraiment ça a été extraordinaire. L'intervention d'Antonio Altarriba a été sidérante. Et notamment, quand j'ai fait mon intervention, c'était sur ce que je pense être le langage propre de la bande dessinée, les possibilités expressives, il y a une panoplie bien entendu, mais bon, ses rapports avec le langage cinématographique, avec le langage littéraire et autres, et les aspects propres à la bande dessinée qui génèrent un produit unique, un produit artistique, c'est-à-dire mais un produit expressif qui est complètement différent, un autre langage.
moi, j'allais très concrètement dans des exemples, mais bon, donc pour expliquer tout ça. Et j'avais préparé bien sûr une série d'images avec des planches, pas une seule de moi bien entendu, mais que les choses où je voyais voilà, les planches devant lesquelles je m'émerveille parce que c'est vraiment, elles sont expressives, elles sont des exemples de ce langage de la bande dessinée qui est si unique et si riche et si varié et si vivant et qui peut vous émouvoir autant qu'un grand film ou un grand roman, vous arracher des larmes, vous arracher des rires. Et Ricardo Anguita notamment, il me disait qu'il se surprenait, qu'il s'étonnait de voir que j'étais lecteur de bande dessinée aussi, parce que souvent les auteurs qu'il a côtoyés ne sont pas des lecteurs, ne s'intéressent pas forcément, et que moi je montrais plein de trucs d'univers différents, des classiques américains, des mangas, des Européens bien entendu. Ça allait de Mathieu Loffray jusqu'à Spiegelman, Trondheim ou Blin. Eisner peut-être aussi. Eisner, bien entendu, mais bon, Eisner, Steranko, Miller même, tout comme, je sais pas, ou Juillard, ou... Il y a plein d'auteurs, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont apporté énormément à la bande dessinée, mais il y a certains qui ont élaboré carrément ce langage qui est propre, qui ont exploré des voies qui avaient été inexplorées, qui ont fait des pas en avant. Eisner en est un, Steranko en est un autre. C'est bon, tout comme au départ, c'est Mackay qui a quasiment tout inventé, et puis ça n'a pas été dépassé depuis, en plus, disons-le. Disons-le franchement, mais entre-temps, voilà, il y a d'autres voies qui ont été explorées et qui prouvent que c'est un univers magnifique, fantastique, et que ça mérite toute l'attention c'était le but de ces journées-là, ça méritait toute l'attention des autorités culturelles et des instances. Pour qu'on la connaisse mieux, pour qu'elle soit diffusée mieux et mieux connue, plus présente. Je vais dire merci Juanro. À moins qu'il y ait des questions, moi j'ai quand même une question à te poser, mais je la poserai peut-être en dernier. Réfléchis quand même, c'est si tu ne devais retenir qu'une seule œuvre en bande dessinée qui t'a marqué, laquelle est-ce? Il faudrait vraiment une bonne dizaine. Une bonne dizaine où il y aurait Mouse, où il y aurait le Born Again de Miller et Mazzucchelli, il y aurait sans doute La Gloire des Rats de Rossi et les Tendres. Il y aurait d'autres trucs. Mais il me faudrait une dizaine une petite sélection, minimum une douzaine de bouquins. Merci Juanro, merci à vous d'avoir patienté.